Bonjour, c'est Thomas de Polysculpt. Aujourd'hui, je vais vous faire le test de l'imprimante 3D FDM, l'AlphaWise U30. Alors, cette imprimante 3D, je la rentre dans la catégorie des modèles parfaits pour se lancer dans l'impression 3D. Et ça, c'est un point pour moi qui est très très important. Je pousse beaucoup de gens à se lancer dans ce monde fantastique de l'impression 3D. Et on est sur une imprimante qui, je dirais, voilà, va répondre à tous les critères du débutant. Alors déjà, il faut savoir que c'est une imprimante qui est dans une gamme de prix très très abordable. On est à moins de 200 €. Et en fait, en achetant quelques petits éléments optionnels, bien évidemment, pour améliorer l'imprimante. En achetant 2 bobines de filament, on va toujours rester sous la barre des 200 €. Donc on est sur quelque chose qui voilà, est très très abordable. Ensuite, en termes de spécifications, on a, je dirais, tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. On a déjà un volume d'impression de 22 par 22 par 25 cm. Donc on fait quand même des choses qui peuvent être assez, je dirais, relativement grand. Vous êtes sur une structure entièrement métal, vous avez un écran tactile en couleur, vous avez des fonctions gadgets, mais pas si gadgets que ça, comme la détection de fin de filament, la reprise d'impression en cas de coupure de courant ou de petits problèmes techniques. J'ai un petit souci à un moment de carte mémoire notamment. Donc on a vraiment, je dirais, tout ce qu'il faut, y compris des choses qui sont des plus non négligeables. Alors bien sûr, vous avez un plateau chauffant qui favorise l'adhésion, mais surtout vous avez par-dessus une surface donc d'impression qui permet de bien adhérer, enfin que votre impression adhère bien sur le plateau. Honnêtement, ça adhère un petit peu trop bien. Donc, point de vue spécification, on est quelque chose de plutôt, je dirais, bien pour une imprimante FDM. Alors, je vous épargne les côtés très techniques. On est sur une buse de 0,4 mm, ce qui est le grand classique dans l'impression FDM. On fait des couches qui vont de, en gros, 0,5. En fait, on fait des paliers de 0,04, en fait, à peu de choses près. De 400 microns, excusez-moi. On peut bien sûr changer la buse parce que l'on veut. Du fait que c'est un clone, on a beaucoup d'aides, beaucoup de groupes sur Facebook, sur Discord, etc. qui peuvent vous aider justement en cas d'amélioration ou de petits problèmes techniques. Car, je fais une parenthèse, on est sur de l'imprimante chinoise pas chère, du low cost. Faut pas se leurrer, en cas de problème technique, vous serez un peu tout seul devant, je dirais, votre ordinateur à demander de l'aide sur Internet. Mais les communautés sont très très grandes, très très importantes, donc c'est facile de trouver de l'aide. C'est facile de trouver des pièces de rechange, mais surtout, c'est aussi facile de bidouiller l'imprimante pour la rendre beaucoup plus efficace, plus performante, ou alors acheter des choses comme un système de caméra ou un pilotage à distance. Bref, c'est ça aussi que j'aime. Ce sont des imprimantes qui ne sont pas du tout fermées et donc on peut facilement modifier. Bref, sur le papier encore et toujours, c'est une imprimante qui correspond, enfin qui répond, qui coche, on va dire, toutes les cases de l'imprimante, voilà, pour se lancer dans l'impression 3D. Alors maintenant, au niveau de ce test, je blablate beaucoup. Donc le test est axé autour de différents axes. Tout d'abord, le montage de l'imprimante. C'est une imprimante qui arrive en kit, alors avec des éléments qui sont déjà quand même fabriqués. La partie électronique est déjà mise en place, la partie notamment la tête d'impression mise en place. Mais bref, c'est un gros Lego géant. Donc je vais couvrir un petit peu tout ça. Pourquoi? Parce que vous avez un manuel en papier, en gros à mettre à la poubelle. Vous avez un PDF dans la carte mémoire qui est fourni avec l'imprimante qui va parler aux gens qui sont habitués à monter des imprimantes, pas forcément aux débutants. Bref, je couvre tout ça. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Ensuite, bien sûr, je parle de l'impression 3D, de la qualité de l'impression, pour ensuite finir avec des petites améliorations. Donc, comme je disais, des choses qui sont purement optionnelles, des choses pour vous faciliter, on va dire, la vie au niveau au jour le jour, et une, pareil, aussi optionnelle, mais qui va améliorer un peu la qualité d'impression et surtout qui ne coûte pas cher et qui est très simple à faire pour avoir des surfaces beaucoup plus lisses au niveau de l'imprimante. En gros, installer des tail smoothers pour ceux qui veulent savoir. Et bien sûr, après ma conclusion sur cette imprimante. Allez, on va maintenant attaquer donc le montage de cette imprimante. Alors, tout arrive bien emballé avec quelques accessoires sur le dessus et donc l'imprimante sur le dessous. Donc, vous voyez, là, on a toutes les pièces, tous les éléments séparés. Donc, des éléments déjà préassemblés. Comme je disais juste avant, la tête d'impression. On a ici l'extrudeur et les éléments pour l'axe vertical. Alors voilà, par contre, des éléments bien séparés comme l'écran tactile. Vous avez donc les axes verticaux, donc toutes les petites pièces qui sont bien séparées, bien marquées. L'axe, donc le pas de vis sans fin vertical. Vous avez aussi un petit peu de filament, et je vous cache pas que vous pouvez le mettre à la poubelle directement, au lieu d'acheter du filament tout fait. Le plateau chauffant avec ses petites pinces, et en dessous, donc voilà, donc la partie vraiment plateau chauffant qui est sur une plaque de verre. La partie connectique qui est assez bien fixée, il faut avouer. Et donc vous avez sous le bloc principal de votre imprimante le boîtier donc d'alimentation déjà réglé en 220 volts.
Et là, vous voyez, on a comme une mécanique qui est plutôt, je dirais, bien faite. C'est quand même assez costaud. Ça pèse un petit peu lourd d'ailleurs au passage. Bon, l'extrudeur est bien évidemment en plastique, hein, le détecteur de filaments ici que vous pouvez voir. Hein. La tête d'impression aussi qui est pas trop mal fait. Alors par contre, il n'y a pas d'isolant thermique au niveau donc du bloc de chauffe. Hein. Un ventilateur un peu différent. Vous avez aussi donc une clé, enfin une carte micro SD, un adaptateur USB. Franchement, qui est bon à mettre à la poubelle ou l'adaptateur. Alors quand j'ai commencé à regarder l'imprimante, déjà, je me suis rendu compte que le support du plateau bloquait relativement. Donc ça, effectivement, c'est l'assemblage qui est fait en usine, c'est des choses qu'il va falloir régler par la suite. Alors maintenant, vraiment, le montage en lui-même, on va commencer par mettre donc les axes verticaux, avec donc des vis à passer sur le dessous. Alors attention, quand vous mettez vos deux axes verticaux, il y en a un en fait qui a des trous supplémentaires qui se met sur la partie gauche de l'imprimante qui va recevoir le moteur par la suite. Donc il y a deux vis à mettre par le dessous qui sont assez costauds. Vous avez tous les éléments. Vous voyez les deux trous, je vous disais ici. Donc attention à pas vous tromper de sens. C'est pas très visible dans la documentation ça là-dessus. Donc voilà les deux axes à mettre. Hein. Il n'y a rien de très très compliqué. Voilà. Pensez à serrer, mais pas trop. On va resserrer par la suite. Donc là maintenant, on a l'axe qui va donc servir à soutenir la partie donc de l'extrudeur. Et attention, vous avez, il y a aussi des trous dans certains côtés qui vont servir à, je dirais, s'emboîter par rapport à l'axe qui se trouve à l'autre côté. Donc vous ne vous trompez pas. Il y a des petits trous qui permettent de passer directement, voilà, la clé Allen au travers. Normalement, donc rien ne doit bouger au niveau de cet axe extrudé par rapport au bloc. Maintenant, vous mettez de l'autre côté, vous passez simplement le bloc ici, vous voyez, de la tête d'impression, et vous finissez par les roues qui vont de l'autre côté. C'est le même principe. Vous avez un petit trou à l'arrière qui permettent en fait de bien emboîter les vis sans que ça permette de bouger. Et vous vissez tout simplement. Donc tout se fait, je dirais, relativement bien. Alors bien évidemment, il faudra faire les réglages par la suite. Donc serrez bien, ne serrez pas non plus comme, je dirais, trop fort dans le risque de casser. Donc là, c'est l'axe qui va servir en fait à faire passer la courroie, qui permet de la tendre. Donc on la met bien en la tapant le plus possible vers la gauche, parce qu'on va la resserrer vers la droite par la suite. Alors là, pour la courroie, faites attention à la mettre dans le bon sens, à la passer donc sous les roues, pour la passer de l'autre côté au niveau de l'axe du moteur, qui va donc entraîner cet axe X, l'axe horizontal, pour passer sur le dessous. Et il faut absolument que l'écran soit vers l'intérieur, bien évidemment, pour être entraîné par la roue. Vous passez de l'autre côté, et là, ce qu'il va falloir, c'est que votre courroie soit de même longueur au niveau du bloc, vous voyez ici, au niveau du milieu du bloc qui va se déplacer au niveau de votre tête d'impression. Et là, il va falloir donc courber la courroie pour que les crantations soient les unes contre les autres. Car vous allez utiliser ces petits colliers pour serrer l'ensemble de vos courroies. Et si vous mettez dans l'autre sens, c'est-à-dire le lisse contre le côté lisse, ça va glisser tout de suite, ça va se desserrer. Alors que le cranté contre le cranté, vos courroies ne vont pas bouger. Vous voyez ici en gros plan, on a bien les crantations qui sont les unes contre les autres. Vous faites pareil de l'autre côté, serrez le maximum possible et bien évidemment enlevez les petits éléments au niveau donc de ces serres câbles pour les enlever et aussi d'ailleurs les petits bouts de courroie qui dépassent. Et là normalement ça doit quand même relativement, je dirais, bien glisser. Et là c'est maintenant voilà qu'on va devoir desserrer les poulies donc à l'extrémité droite pour tendre au maximum votre courroie. Faut que votre courroie soit vraiment tendue, faut que lorsque vous bougez votre courroie vraiment ça soit tendu comme un élastique. Et là vous resserrez bien cette fois-ci pour avoir donc une très bonne tension. Si vous avez une mauvaise tension, ça va faire un effet élastique, ça va pas très bien passer. Donc vous avez vu, mes axes bougent légèrement. Je les ai pas serrés sur le dessous au maximum pour justement avoir un peu de liberté pour le passage. Et là, j'ai eu quelques difficultés justement à passer. Pourquoi? Alors je ne montre pas très bien ici, c'est que vous avez au niveau donc de vos courroies, vous avez des vis, on va dire, asymétriques. J'ai mangé le nom au passage, qui permettent en fait de séparer plus ou moins. Donc il faut éventuellement desserrer justement ces courroies pour que la roue soit moins en contact de l'axe et donc avoir un mouvement vertical plus efficace. Et donc là maintenant on finit par mettre ce profilé vertical pour stabiliser l'ensemble. Au passage il faut aussi serrer sur le dessous. Et là vous devez absolument être sûr que votre axe vertical monte très facilement, descend facilement sans aucune résistance. Après vous mettez le bloc au niveau du moteur. Et là, vous mettez, je vais manger le nom, vous m'excusez, cet élément qui permet en fait de connecter l'axe du moteur avec la vis sans fin. Ça bouge un petit peu. Vous devez donc bien sûr mettre les vis pour être sûr que voilà, ça bouge bien. Il n'y a aucun problème.
Vous mettez l'axe vertical qui est graissé, c'est pour ça qu'il est dans un petit sac en plastique. Vous le mettez dessus, vous le passez, vous devez le visser, je ne le montre pas vraiment ici, au niveau donc de l'axe, voilà, et donc tout doit bien circuler comme ça, donc tout doit bien se faire. Bien évidemment, vous devez aussi serrer sur le dessous les vis au niveau de ce bloc d'aluminium. Et donc par contre, pour la partie verticale, c'est pareil. Vous voyez le passage ici que j'ai desserré, resserrez-le, mais le serrez pas trop, c'est marqué sur la documentation de façon à ce que ça bouge légèrement. Vous n'avez plus qu'à connecter le tube en téflon, attention à bien le mettre au maximum, pour vraiment qu'il ne bouge pas du tout. Il faut vraiment que ça soit bien accroché, que ce soit pas du tout mobile. Maintenant, il faut passer à la partie électronique où on met les détecteurs de fin de course. Alors là, c'est pareil, vissez-le, mais pas trop, car vous allez devoir le régler par la suite. Donc, vous voyez, vous descendez le bloc relativement bas. Il faut penser aussi au plateau qui va venir par la suite. Voilà, donc vous voyez ici, c'est pareil. Je fais attention à ce que mes roues soient au niveau du plateau. Elles étaient trop serrées. Donc, c'était pas que les excentriques. Voilà, c'est donc je cherchais ces axes que je devais déplacer, mais c'est aussi les roues qui étaient vraiment trop serrées. Donc, mon plateau, je dirais, vraiment bloqué. Alors, maintenant, le plateau lui-même, une fois qu'il a été, je dirais, posé sur le dessus, il faut le visser à cette base métallique rouge en mettant donc ces vis, les ressorts entre les deux et ces petites roues que vous allez donc permettre de visser. Vous mettez donc bien évidemment par la suite vos clips et votre plateau entre guillemets est prêt. Vous allez voir par la suite c'est pas le cas. Maintenant l'électronique, et là c'est très bien, c'est que vous avez sur tous les câbles, vous voyez ces petits indicateurs E comme extrudeur. Donc vous allez savoir que c'est le câble qui va au moteur d'extrusion. Le plus petit câble, lui, va aller notamment à la détection de fin de filament pour l'extrudeur. Et en fait, vous avez donc certains câbles pour le moteur vertical. Vous aurez donc pour l'axe Z, donc le câble Z, et vous aurez aussi pour l'éditeur de fin de course le plus petit, soit ici, donc Z. Donc là, c'est le X en l'occurrence pour l'axe horizontal. La détection de fin de filament, voilà, en Z, vous la branchez. Donc vous voyez, c'est pas du tout les mêmes tailles. Donc on a bien le Z ici pour le moteur, le plus large, et le plus petit pour détection de fin de filament. Vous avez le câble au niveau du plateau, voilà ici, qui est à brancher, qui est donc le plus gros, on ne peut pas se tromper là-dessus. Donc vous voyez, c'est maintenant là, il va falloir régler un petit peu le plateau à l'horizontale et justement remettre sa détection de fin de filament à la bonne hauteur pour pas qu'elle soit trop basse et vous laisser une marge de manœuvre par rapport au réglage du plateau que vous aurez donc par la suite. Au niveau de l'écran, petite subtilité, donc il faut le brancher. Et là, cette nappe, vous devez mettre donc au niveau du connecteur, vous ne trompez pas, la partie bleue sur le dessus, il faut la pousser au maximum et après, vous avez le petit élément noir qu'il faut pousser pour verrouiller. Vous voyez ici, on le pousse vers le haut pour verrouiller. Normalement, votre nappe ne doit plus du tout bouger. Attention à ça, c'est un risque éventuellement de souci. Maintenant, vous n'avez plus qu'à connecter soit à gauche, soit à droite, à vous de voir avec donc les différents câbles en fonction de ce que vous préférez. Vous n'avez que les petits caches en fait en plastique à enlever. Donc voilà, à visser. Donc vous voyez, c'est vraiment jusque-là relativement simple. Vous pouvez rajouter avec ces petits serre-câbles, vous pouvez mettre l'un après, donc l'un à la suite de l'autre, pour faire un serre-câble plus important pour justement éviter d'avoir cette nappe au niveau de l'écran qui est très longue, qu'elle se balade. Alors vous allez voir par la suite qu'on peut aussi imprimer des petites accroches par rapport à ça. Donc bon, le serre-câble marche très bien. Le tout, bien sûr, c'est de ne pas pincer, de ne pas casser cette nappe, forcément, ce qui serait problématique par rapport à l'écran et au contrôle. Alors, il ne reste plus qu'à finir l'élément, on va dire, anecdotique, mais qui est quand même important, le porte-bobine pour votre filament, c'est 2 vis à faire. Donc, vous voyez, à ce niveau-là, mon imprimante marche bien, on l'allume sur l'arrière et on peut vérifier que tout se passe bien. Donc, vous avez l'écran qui est en couleur. Alors, à ce niveau-là, j'ai fait juste, on va dire, un test. Simplement, le premier truc à faire, c'est aller dans le menu Move et appuyer sur les boutons pour déplacer, vérifier que votre plateau se déplace bien sur l'axe horizontal, qui va se déplacer sur l'axe vertical. Enfin bref, testez vraiment tous les axes. D'ailleurs, c'est là que vous allez vous rendre compte que l'écran tactile, il faut appuyer un petit peu dessus. Vérifier au niveau du Home. Voilà, donc ça, si tout se passe bien jusque-là, il n'y a aucun problème. Vous allez dans les parties, donc, ah oui, je veux dire, au niveau des écrans, vous avez pas mal d'informations. Mon firmware est assez récent, donc vous avez pas mal de paramètres plus ou moins avancés. Franchement, je n'ai rien changé. Vous pouvez aussi changer voilà, les paramètres de température pour voir si votre température monte. Et vous voyez bien que autant le plateau que la buse, les deux chauffent bien. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est important. Donc vérifiez, vraiment, ça sert à rien de régler votre imprimante si votre partie électronique ne marche pas. Remarquez ici, j'ai vérifié, donc le plateau est réglé pour 60 degrés et la température plutôt à 55-58 degrés, sauf vraiment quand on est vraiment à l'extrémité du plateau, que ça marche bien. Alors par contre, petit plateau pour le réglage, c'est que eh ben, les vis tournent en même temps que la petite, je dirais, la roue pour le serrage.
Donc j'ai dû mettre un peu de Super Glue 3 au niveau de mes vis pour les fixer et donc les serrer. Maintenant, on va modifier les paramètres du plateau pour régler justement ce plateau, le niveau du plateau. Vous avez un menu, donc faites le truc le plus classique. On prend une feuille de papier classique A4 et on va serrer les vis de façon, donc au niveau des 4 coins plus le milieu, de façon à ce que votre feuille gratte légèrement. Voilà, il faut trouver un peu le juste milieu. Je vous cache pas que c'est une question d'habitude, ça se fait assez facilement. Et là, le plateau, ce qui est très bien sur l'imprimante, le plateau est vraiment, pour moi, était plat. J'avais pas de problème de plateau qui était creux ou bombé, on va dire, au niveau du milieu là-dessus. Alors je précise, moi je suis habitué maintenant à régler mon imprimante à l'œil, donc j'ai pas trop de soucis, mais la gestion à la feuille marche très très bien. Donc voilà, maintenant mon imprimante, a priori, est prête à imprimer. Donc vous n'avez plus qu'à effectivement insérer votre filament. Donc vous avez le détecteur de filament, un petit trou, vous appuyez sur la petite pince au niveau de l'extrudeur, et vous poussez votre filament, bien sûr en ayant votre buse chauffée aux environs 210 degrés, et vous voyez, votre filament va sortir. Je ne vais pas dire bêtise, je crois qu'il y a un mode pour carrément insérer et retirer le filament au niveau de l'imprimante. Je n'utilise pas du tout, je le fais vraiment à la main, c'est beaucoup plus rapide. Et là, j'ai tenté une première impression. Là, c'est vraiment les réglages de base avec le profil de base au niveau de l'imprimante. Il y a zéro optimisation. Et mon plateau était très bien réglé dès le début. Mon impression s'est très très bien passée. Donc là-dessus, j'étais relativement content. L'imprimante a, je dirais, m'a vraiment impressionné là-dessus. Donc là, il y a un petit timelapse, vous m'excusez, qui est un petit peu rapide. Il n'est pas réglé sur le plateau, la caméra est restée mobile, donc ça gigote beaucoup. Donc j'ai fait ma petite tirelire que j'ai postée il n'y a pas très longtemps sur Thingiverse. Voilà, donc l'impression sort très très bien. Alors la qualité, elle n'est pas nickel, mais déjà avant, il faut essayer de l'enlever. Et là, je vous cache pas que j'ai galéré un petit peu pour enlever donc l'impression. J'ai ma petite spatule là pour essayer de décoller sur le dessous. Franchement, c'est difficile. Et le plateau étant sur une plaque de verre, il n'est pas du tout flexible. Donc voilà, il faut essayer de décoller au fur et à mesure. Voilà, donc, et là, vous y arrivez. Donc, maintenant, on peut voir l'impression qui n'est pas si mal que ça, mais qui pourrait être un petit peu meilleure. Et là, en fait, les réglages, simplement, j'ai imprimé volontairement rapidement. J'ai aucun paramètre de rétractation. On voit un petit peu d'effet de peau de saumon. Je vais y revenir donc par la suite. Voilà, mais pour une première impression, déjà, l'imprimante a bien marché. Je précise, j'avais des couches de 200 microns et j'avais une impression, je crois, à 70 mm par seconde. Et donc là, j'ai refait l'impression. Et vous voyez justement cet effet de peau de saumon, l'espèce d'effet de couche que vous voyez sur le côté au niveau des flèches. On voit bien au milieu. On le voit un tout petit peu sur le centre, on le revoit de l'autre côté, vous voyez, avec la réflexion de la lumière. Voilà, donc ça, c'est un petit peu un des défauts au niveau de ces impressions. Et je vais revenir par la suite. Donc là, on le voit vraiment en gros plan, vous voyez cette espèce d'effet d'escalier. Alors moi, je suis habitué, je me rends bien compte. Et alors là, vous voyez, sur ce genre de gros modèle, décoller l'impression, c'est vraiment, vraiment difficile. N'espérez pas le décoller à même l'imprimante, vous allez dérégler votre plateau. Donc là, enlevez votre plateau, enlevez les 4 clips pour vraiment essayer de décoller. Il faut prendre votre temps. Donc je vous mets le lien en description de cet accessoire, il est vraiment indispensable. Mais au niveau de l'impression, vous voyez, j'ai un truc qui est super nickel. J'ai un filament, alors en plus c'est un filament qui est pas terrible, c'est le filament Amazon, qui est bon, pas terrible. Le rouge passe mieux que le gris vraiment mauvais, celui qu'on voit juste avant. Donc là j'ai testé de l'Ariane Plast, un filament un petit peu pailleté, je trouve vraiment sympa sur mon porte-bougie. Et donc là j'ai par contre fait des couches de 100 microns pour celui-là. Et l'impression est sortie nickel. Franchement, c'est super propre. Mes petits détails sont là. Alors, c'est pas forcément l'objet le plus détaillé. Et là, justement, je vais dire, bah tiens, j'ai poussé un peu plus les choses. Je vais faire un modèle beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Donc, c'est ma Nefertiti que j'ai restylisé, qui est faite sans support. Même les oreilles, qui sont un peu délicates, passent pas toujours très très bien. Là, sont très très bien passées. Le modèle est fait des couches de 120 microns. Non, pardon, de 80 microns. Ce modèle-là. Et j'ai une impression qui sort super bien. C'est bien détaillé. Alors j'ai un tout petit, c'est pas terrible sous les oreilles parce que ça manque de support. C'est vraiment à la limite de l'imprimante. J'ai imprimé un petit peu court. Et là j'ai fait un Han Solo qui est un modèle à moi aussi. Par contre il passe sur Thingiverse celui-là. Où là j'ai fait des couches de 120 microns. Avec une rapidité un petit peu plus importante. Alors vous m'excusez, j'ai pas le haut en fait de la timelapse. J'ai mal mis ma caméra à l'origine. Aucun support, même les doigts qui sont fins sont relativement bien sortis. J'ai 2 petits blobs au niveau du modèle, ça sort vraiment très très bien. Alors vous remarquez juste sur la base en bas, j'ai des petits trous, c'est que j'ai pas mis assez de couches verticales, et les couches sont très très fines, ça passait pas très très bien. Donc voilà, pour l'impression, elle est vraiment nickel. Maintenant, je passe sur quelques
améliorations par rapport à l'imprimante. Tout d'abord, il faut imprimer quelques pièces, notamment ces roues pour régler sur le dessous au niveau du plateau. Et pour moi, c'est aussi l'occasion de continuer à imprimer des pièces un peu plus CAD, pas mal de pièces sur le plateau avec mon filament Amazon rouge. Je vous cache pas que je vais finir la bobine et je vais pas en racheter. Je suis pas très content du filament Amazon. Vous voyez, ces roues pour le réglage, c'est beaucoup plus simple, ça s'emboîte parfaitement. Je vous ai mis tous les liens en description de ces éléments à rajouter. J'ai aussi commandé une rallonge pour la carte micro SD qui se met derrière. Et ça, c'est un peu galère parce que c'est toujours compliqué les cartes micro SD. Ces petits clips pour accrocher donc les câbles. Et vous voyez, j'ai donc cette rallonge que j'ai pu remettre en dessous. J'ai imprimé un petit modèle et hop, vous pouvez directement mettre votre carte micro SD. J'ai aussi imprimé ce support pour les câbles au niveau du plateau pour renforcer. C'est assez costaud, mais voilà. C'est pareil, j'ai aussi mis de la gaine thermo sur mes clips parce qu'en fait, ça vibre hein, au niveau du modèle, ça fait des comme ça. Et un petit coup de gaine thermo, ça va éviter les vibrations du métal contre le métal. Ça coûte rien du tout, donc avec un pistolet, je dirais, à chaleur. Vous mettez ça là-dessus, c'est tout simple. En plus, ça fait joli. Voilà, pareil, la carte micro SD, vous jetez cette carte d'origine chinoise qui est pas terrible, vous en rachetez une, ça se trouve à 10 € sur Amazon, c'est beaucoup mieux. Et là maintenant, pour l'effet peau de saumon, vous retournez votre imprimante, vous débranchez le câble donc X et Y, faites l'un après l'autre, bien évidemment. Vous n'avez qu'à tirer, donc les détrompeurs sont marqués dessus, c'est nickel. Vous achetez, ça s'appelle des TL Smoothers, c'est des petits composants qui vont lisser, on va dire, les bruits parasites envoyés par les moteurs. Vous mettez de la gaine thermo, alors là, ou comment ça s'appelle, du scotch d'électricien. Le but, c'est d'éviter les contacts électroniques avec d'autres composants au niveau du bloc. Alors ma gaine thermo, j'avais de la très très grande, il me restait plus que ça, j'ai pas, donc elle est un petit peu grande, mais le but, vous voyez, c'est que les composants en dessous en électronique, quand vous allez les remettre dans le boîtier en dessous, il n'y ait pas de faux contact. Là, vous n'avez plus qu'à rebrancher le câble de l'autre côté, c'est tout simple. Vous faites pareil pour le Y. Donc vous aurez juste, il y a besoin que deux TL Smoothers pour l'axe horizontal et l'axe de la profondeur. Voilà, donc vous faites les deux, vous rebranchez, vous mettez ça dans le boîtier, vous mettez vos vis, et là, vous lancez votre impression et ça va enlever l'effet peau de saumon. Et ça coûte rien, ce TL Smoothers. Vous voyez, là, on a l'effet peau de saumon, et j'ai réimprimé qu'une partie du modèle. Et là, vous voyez, il n'y a plus du tout l'effet peau de saumon, la surface est nickel. Et ça vaut vraiment 3 fois rien, c'est super simple, donc vraiment faites-le. Donc on a vraiment une très bonne qualité d'impression. Alors cette AlphaWise U30, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien j'en pense que du bien. Honnêtement, c'est une imprimante qui pour moi coche toutes les cases de l'imprimante idéale pour se lancer dans l'impression 3D, mais aussi pour les gens qui veulent se permettre de bidouiller une imprimante sans trop se ruiner. Donc comme je vous disais, le prix vous avez vu, hein, l'imprimante, donc en achetant l'imprimante, une carte SD un peu meilleure qualité quand même, la rallonge pour donc la carte micro SD, quelques filaments, les TL Smoothers, donc on est sur, c'est moins de 200 €, donc c'est quand même quelque chose où on peut surtout s'amuser. Ce que j'aime bien, donc, et ce que j'ai fait avec cette imprimante, j'ai imprimé des modèles autant on va dire artistiques, donc des modèles à moi comme toujours, et des modèles un peu plus fonctionnels. Alors j'ai notamment ici, vous voyez, c'est pas forcément très très joli, c'est des modèles en fait, c'est un modèle, alors c'est un modèle de test que j'avais ici, pour faire du moule silicone. Je fais du silicone, je fais du tirage pour des figurines, et en fait au lieu d'avoir des cartons, je voulais vraiment optimiser au maximum, et surtout économiser du silicone, ça coûte assez cher. Et donc voilà, j'ai une partie positive et négative qui enveloppe mon modèle pour avoir en fait une épaisseur de silicone beaucoup plus fine. Et donc on est sur du gros volume. J'ai aussi imprimé, vous ne voyez pas, donc à côté de moi j'ai une borne d'arcade et je voulais surlever l'écran de 24 pouces, quand même assez costaud. J'ai imprimé donc un support que j'ai fait moi-même, hop, et qui me prenait tout le volume d'impression au niveau de cette imprimante. Donc ça veut dire que voilà, vous êtes plutôt dans le genre designer, vous êtes plutôt dans le genre voilà, maker, vous êtes dans le genre artiste plutôt comme moi, la figurine, faire des choses assez fines. Voilà, là ici on est quand même sur donc du 80 microns d'épaisseur au niveau des couches, avec voilà une qualité qui est quand même plutôt, je dirais, excellente pour ce genre d'impression, donc des choses un peu plus gros. Et surtout, c'est que voilà, en sortie de carton, on imprime très très bien. Alors, c'est une imprimante voilà, que j'ai pas bidouillé. La seule chose bidouille que j'ai faite finalement, c'est acheter ces TL Smoothers. Et les TL Smoothers, je vous le cache pas, si vous n'êtes pas un expert de l'impression 3D, vous n'allez pas forcément vous rendre compte de cet effet de saumon que l'on voit, enfin qui est l'élément caractéristique. D'ailleurs, je vous cache pas que ma femme, je montrais les deux au début, voilà, ça ne me parlait pas trop. Quand je lui ai montré, elle dit ah oui, effectivement. Mais voilà, c'est purement optionnel et justement sur des modèles qui sont relativement détaillés et précis comme ça, c'est pas quelque chose qui va vraiment se voir. Donc,
c'est pas nécessaire, mais au prix des télésmoothers et la simplicité, la bidouille, débrancher un câble, brancher le télésmoother, mettre une gaine thermo ou du scotch d'électricien par-dessus, voilà, franchement, c'est pas compliqué. Alors, pour moi, il y a pas de gros défauts majeurs. Il y a quelques petits défauts purement mineurs. Alors déjà au niveau donc de l'écran tactile, alors, ce que j'aime bien par contre effectivement un écran tactile couleur, hein, c'est petit détail mais c'est quand même plutôt sympa. Il faut appuyer un petit peu fort dessus. Franchement, c'est pas grave, mais c'est vrai qu'on est habitué aux téléphones portables qui sont hyper sensibles. Ça, au début, on dit tiens, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Voilà, il faut un peu plus insister. Pour moi, le vrai défaut, on va dire, mais qui est une qualité d'un certain point de vue, c'est que le plateau, on va dire, notamment la surface qui est sur le dessus, adhère trop bien. Que je dis que ça adhère trop bien, si vous n'avez pas donc ce genre de spatule, je vous ai mis le lien en description, honnêtement c'est l'accessoire à avoir pour l'impression 3D. Ce genre de spatule, pour décoller vos impressions, pardon, ça va être galère. Parce que je dis, ça adhère très très bien. Ça adhère tellement bien que donc, le premier test que j'avais fait en fait sur cette partie, la partie rouge, j'avais fait 2 épaisseurs de couche. Et ben en fait, en décollant, j'ai arraché, en fait, ça c'est le long, on va dire, du filament. J'ai déchiré le truc. Donc pour un truc qui devait être étanche, forcément, c'était pour moi un peu problématique. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Et si vous prenez des spatules classiques de peinture qui sont trop épaisses, vous n'allez pas rentrer en dessous, vous allez lutter et surtout vous allez commencer à abîmer le revêtement. Alors le revêtement, voilà, c'est un petit défaut, je dirais, ça a l'air trop bien. Après, je ne sais pas quelle est l'espérance de vie de ce genre de support. J'avoue que j'ai beaucoup imprimé avec cette U30. Pour l'instant, je vois pas du tout de baisse de qualité au niveau de l'adhésion. J'aimerais bien limite que ça se baisse en qualité pour que ça adhère un peu moins. Voilà, je vais sûrement priori installer un Z-Flex dessus. J'ai fait le test du Z-Flex, c'est une plateforme on va dire d'impression, surtout qui est donc aussi efficace mais qui est sur une surface magnétique, donc qui est facile à décoller. Voilà, donc franchement elle marche bien, elle imprime bien. C'est du tout métal. Il n'y a pas de bidouille vraiment nécessaire à faire, il n'y a pas de réglage compliqué à faire. Ça marche franchement, ça marche vraiment très très bien. Donc vous vous lancez dans l'impression 3D. Vous n'avez pas un gros budget, et ben voilà, lancez-vous vraiment avec cette imprimante. Je vous dis, j'en suis extrêmement content. Voilà, et c'est une imprimante que je vais pas bidouiller finalement plus que ça. J'ai peut-être éventuellement changé les ventilateurs pour la rendre un petit peu moins bruyante, qui est peut-être un défaut pour certaines personnes. Mais bon, quand on connaît le FDM, pas plus que ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous lancer avec cette imprimante-là. Et juste pour répondre à la question que j'ai déjà eue, entre une Ender 3 et cette U30, laquelle je choisirais? Alors, bien évidemment, c'est toujours difficile de dire, etc. Il y a toujours des critères X et Y. Mais en ce qui me concerne, point de vue impression 3D, vous aurez la même qualité, la construction reste la même. La seule chose, c'est que là, vous avez des petits trucs en plus, effectivement, la détection de fin de filament, l'écran tactile, tout ça, qui font que, effectivement, celle-là est mieux pour le même prix. Donc, je m'orienterai plutôt sur ce modèle-là. Et en plus, petit détail, j'aime bien les couleurs, j'aime bien le noir et le rouge. Ça fait assez sobre. Et ça s'efface partout pour un volume d'impression qui rentre finalement aussi un petit peu partout. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos questions en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre, ou alors sur le Discord de Polysculpt, on est quand même pas mal maintenant à échanger autour de la création générale et de l'impression 3D. Un petit pouce, effectivement, un petit like sur la vidéo me fera toujours plaisir, et puis je vous dis surtout à très bientôt pour d'autres tests sur Polysculpt. J'ai pas mal de choses en préparation, j'espère que vous allez aimer un peu tout ça, et puis je vous dis donc à très bientôt, bye bye.